Les animaux sauvages ne supportent pas d'être apprivoisés. Mais si on parvient à les y contraindre, ces créatures subissent de sérieux changements. Pour les besoins de cette vidéo, on a plongé dans l'histoire avec un grand H. Et vous savez quoi? Ça en valait la peine. Attention, voici la demande de like la plus subtile au monde. Un petit clic sur le bouton, rien de plus. Bon, parlons des poissons rouges. Vous allez apprendre des choses. Tout le monde les connaît, c'est les poissons d'aquarium les plus courants. Mais ils n'ont pas toujours été aussi petits, et étonnamment, ils n'avaient même pas leur couleur distinctive à l'origine. C'est l'homme qui les a fait devenir ainsi, après 1 million d'années de reproduction et de sélection. Oups, je voulais dire 1000 ans. Les Chinois de l'Antiquité ont été les premiers à domestiquer cette espèce de la famille des carpes. C'est entre 265 et 420 de notre ère qu'ils ont remarqué l'apparition d'écailles rouges qui ajoutaient une touche colorée à leur robe grise ou argentée. Plus tard, on s'est mis à les sélectionner sur la base de leur phénotype pour les placer dans des bassins d'agrément et autres fontaines. Un siècle de sélection a donné naissance à des poissons de toutes formes avec diverses configurations de nageoires, formes d'yeux et couleurs. C'est cette diversité qu'on observe aujourd'hui. Il y a même des poissons avec des yeux protubérants, d'autres sans nageoires, etc. Sous la dynastie Ming, du XIVe au XVIIe siècle, on a commencé à élever des poissons rouges en intérieur. Ça a permis d'élever des poissons qui n'auraient pas survécu dans les étangs extérieurs, des poissons inadaptés à la vie sauvage. Aujourd'hui, certains d'entre eux ne peuvent plus se reproduire naturellement en raison de leur morphologie. Ils doivent être élevés artificiellement. Ils ont beaucoup changé par rapport à l'animal d'origine. Des généticiens ont établi que tous les poissons rouges de Chine et du Japon descendaient du carassin. C'est un gros poisson avec une couleur, une queue et des nageoires assez particulières. Cette espèce peut atteindre 64 cm de long et peser près de 3 kg, alors que les poissons rouges modernes, enfin, je ne vous apprends rien. La domestication des ânes est encore plus ancienne. On a apprivoisé les premiers il y a 7000 ans en Afrique de l'Est, soit 3000 ans avant les premiers chevaux. Évidemment, à force de fréquenter des humains, les ânes sauvages ont bien changé. Ils ont évolué pour survivre dans des montagnes semi-arides où la nourriture est rare, l'accès à l'eau difficile et les changements de température constants. Aujourd'hui, on trouve des ânes dans le monde entier, mais ils préfèrent les endroits chauds et secs. Il existe 8 races d'ânes domestiques. En moyenne, ils sont un peu plus petits que leurs cousins sauvages. Outre leur poids et leur taille, les ânes domestiques ont également perdu leur robe unique. Toutes les sous-espèces sauvages arborent une subtile bande sombre sur le dos et certaines ont même des rayures sur les pattes qui rappellent celles des zèbres. Les ânes domestiques, eux, sont plus banals. Mais ils n'ont pas changé tant que ça par rapport aux vaches. Les scientifiques pensent que les bovins domestiques descendent d'un ancien bovidé sauvage appelé auroch. Ces animaux mesuraient 1,80 m au garrot, ce qui en faisait les plus gros herbivores de l'Holocène. Les aurochs arboraient de longues cornes pouvant atteindre 80 cm, des pattes fines surmontées d'un corps mince et puissant, en particulier chez les mâles, et les femelles avaient de petites mamelles. Ils ont été apprivoisés pour la première fois il y a 10 500 ans, et ça s'est produit à plusieurs reprises. Évidemment, ça a conduit à certains changements. Certaines races de vaches présentent encore des traits rappelant l'auroch, comme une couleur foncée et une bande claire le long de l'échine. Et bien sûr, elles ont toujours des sabots, des cornes, et la forme de leur corps est similaire. Mais ce n'est qu'une ressemblance d'ordre général. C'est par intérêt personnel que les humains ont modifié le patrimoine génétique des grands bovins. En conséquence, leur espérance de vie a diminué, mais leur productivité laitière a fortement augmenté. Ces animaux peuvent aujourd'hui prospérer dans des conditions que leurs ancêtres n'auraient pas supportées, mais l'homme a énormément modifié leur génotype. Il existe même des vaches sans cornes, ce qui évite qu'elles ne se blessent entre elles. Et les races à viande massive ne ressemblent plus guère à leurs ancêtres au physique élancé. Sérieusement, ces vaches sont énormes. Mais les aurochs n'étaient pas des petits formats. D'après les experts, certains taureaux pesaient jusqu'à 1500 kg.
À titre de comparaison, les taureaux de race brahmane élevés aux États-Unis peuvent atteindre environ 1 tonne. La race blanc-bleu belge peut atteindre 1200 kg, mais même ces taureaux sont loin d'avoir la taille des anciens aurochs. Cependant, chacune de ces races a un aspect et un rôle différents. Parlons un peu des chèvres. Les chercheurs pensent que les chèvres modernes ont été domestiquées à partir de chèvres sauvages en Asie occidentale il y a 9 à 10 000 ans. Ce processus a conduit à une rapide augmentation de la vitesse évolutive et de la diversité génétique des populations de chèvres. Il existe actuellement 300 races destinées à des usages différents. Elles ont beaucoup changé, que ce soit au niveau de leur comportement, de leur morphologie ou de leur fonction biologique. Avec le développement de communautés agricoles et l'avènement des cultures céréalières, les chèvres ont développé une résistance aux toxines fongiques. Il y a 8000 ans, on a commencé à sélectionner les animaux en fonction de leur taille, de leur fertilité, de leur couleur et de la forme de leurs mamelles. Chaque communauté avait ses préférences en matière de couleur et de motifs. Certains traits ont pris de l'importance et ont évolué au fil du temps. Les anciens Égyptiens, par exemple, aimaient beaucoup les animaux à longues oreilles et sans cornes. Il est facile de distinguer les chèvres sauvages des chèvres domestiques. Les chèvres sauvages ont des oreilles droites, alors que la plupart des races domestiques ont des oreilles longues et tombantes, ce qu'on doit peut-être aux Égyptiens. Les chèvres sauvages portent des cornes recourbées vers l'arrière, tandis que de nombreuses chèvres domestiques ont des cornes en spirale. Leur laine est également différente. La plupart des chèvres domestiques ont les yeux ambrés, mais certaines chèvres naines nigérianes ont les yeux bleus. La diversité ne s'arrête pas là, on n'a cesse de créer de nouvelles races avec des caractéristiques différentes. Le poisson globe a une histoire inhabituelle, en plus de ses caractéristiques uniques. Squelette réduit au minimum, dents en forme de bec et épines. Ce n'est que récemment que les chercheurs ont découvert l'origine de ces épines. En vérité, c'est pas des écailles. Leur développement est causé par les mêmes gènes que ceux responsables de la pousse des plumes et de la fourrure chez les autres vertébrés. En fait, les poissons globes n'ont pas du tout d'écailles. Vous vous souvenez des cochons qui s'échappent de la ferme et qui redeviennent sauvages en un rien de temps? Eh bien, c'est presque pareil. En inhibant certains gènes, on peut réduire le nombre d'épines et restreindre leur apparition à certaines zones. D'ailleurs, ces épines sont plus nombreuses à certains endroits et il y a une bonne raison à ça. Lorsqu'un poisson globe se remplit d'eau ou d'air, sa peau s'étire, en particulier au niveau de son abdomen, ce qui le rend vulnérable. Les épines permettent de protéger cette zone. Dans des cas extrêmes, certains poissons globes perdent toutes leurs épines, sauf leurs épines abdominales. Malgré les efforts déployés par ces poissons pour se protéger, ils finissent souvent par servir de repas. Vous connaissez sans doute ce plat traditionnel japonais à base de poissons globes toxiques. C'est un délice, mais bien que les chefs prennent soin de retirer les toxines mortelles, des accidents se produisent parfois. En 2004, des chercheurs de l'université de Nagasaki ont réussi à élever des poissons globes non toxiques. C'est une neurotoxine appelée tétrodotoxine qui rend ces poissons toxiques. Elle est présente dans les bactéries et les petites créatures marines dont ils se nourrissent. La toxine est surtout concentrée dans le foie, les gonades et la peau. Cependant, si on garde ces poissons à l'écart des autres espèces marines et qu'on les nourrit comme il faut, ils ne produisent pas de toxines. Ça permet d'obtenir des plats totalement sûrs. Certains restaurants servent de tels poissons, dont le prix est plus élevé en raison des dépenses nécessaires pour les élever. C'est comme des poissons globes de compagnie, élevés dans des sources chaudes, nourris avec un régime spécial. Si on continue à les élever de la sorte pendant longtemps, est-ce qu'on finira par obtenir une race de poissons globes totalement sûre? Peut-être dans quelques milliers d'années. Bon, les poissons globes, c'est un sujet peu ordinaire. Parlons de quelque chose de plus commun, comme les chevaux. Après leur domestication, les chevaux ont développé une colonne vertébrale plus solide pour mieux supporter le poids des humains. Les races utilisées pour l'équitation ont un grand cou qui surmonte une longue colonne vertébrale. C'est pas qu'une question d'apparence, ça permet aussi de mieux contrôler le cheval. Plus le garrot d'un cheval est haut, plus facilement il peut garder son cou levé. Il est difficile de comparer les chevaux domestiques aux chevaux sauvages, car il n'en existe plus depuis longtemps.
Mais penchons-nous quand même sur le cheval de Przewalski. Son cou est bas, court et épais, avec un garrot lui aussi bas et peu marqué. Une encolure basse a aussi un intérêt, elle permet de brouter plus facilement. Mais les chevaux domestiques, surtout ceux de race, n'ont pas besoin de se pencher autant. Ils ont également des pattes plus longues et un corps plus léger. Les chevaux sauvages ont des pattes courtes et un ventre volumineux, ce qui leur permet de rester stables. En outre, les chevaux domestiques ont le poil plus court, à l'exception de certaines races. C'est logique, quand on vit avec des humains, on n'a rien à craindre de l'hiver. Ces chevaux ont connu ce que l'on appelle le syndrome de domestication, un ensemble de qualités que les animaux domestiques acquièrent à la suite de la sélection opérée par l'homme. Par exemple, les humains ont sélectionné les chevaux les moins agressifs, donc ils ont maintenant tendance à naître avec un tempérament plus doux. Fait amusant, le saumon est presque une espèce en voie de disparition. C'est curieux, non ? On en trouve pourtant dans tous les magasins, mais il s'agit essentiellement de saumon d'élevage. La domestication du saumon atlantique a commencé en 1971 grâce au scientifique norvégien Trygve Giedrem et à son équipe. À force de sélection, ils ont obtenu des saumons présentant certaines caractéristiques et notamment une croissance plus rapide. Après 7 générations, soit 14 ans, les saumons grandissaient 2 fois plus vite. C'est à ce moment-là que les choses ont vraiment décollé. Une autre entreprise a développé des saumons pouvant être élevés toute l'année, contrairement aux saumons sauvages qu'on ne pêche qu'à certaines périodes. Et ils grandissent encore plus vite que les saumons d'élevage ordinaire. Mais les caractéristiques qui permettent à ces saumons de croître rapidement les ont aussi rendus inaptes à survivre dans la nature. Après 15 générations en captivité, la taille de leurs yeux a diminué. Leurs grands yeux étaient devenus superflus. Inutile de dépenser de l'énergie à ça. En captivité, on n'a pas besoin de bien voir. Mais si l'un de ces saumons se retrouve dans une rivière, il mourra de faim ou il servira de repas à quelqu'un. Comme les saumons d'élevage grandissent plus vite, ils deviennent plus gros que leurs congénères sauvages, ce qui est une bonne chose pour nous. Les saumons génétiquement modifiés atteignent leur maturité en 16 à 18 mois, contre 3 ans dans la nature. Ils grandissent 11 fois plus vite au cours de leur première année de vie. Cependant, ces modifications affectent leur comportement. Les saumons d'élevage nagent moins bien et ils gaspillent plus d'énergie. Sans doute car leurs fibres musculaires sont plus petites que celles des saumons sauvages. Mais puisque leur destin est de finir en steak, la vitesse à laquelle ils nagent importe peu, n'est-ce pas? La domestication des porcs a suivi un chemin similaire. Elle a eu lieu simultanément dans 2 régions différentes, il y a 9 à 10 000 ans, en Anatolie orientale et en Chine centrale. Par la suite, ces cochons se sont répandus dans le monde entier. Il est facile de distinguer un sanglier d'un cochon domestique en observant leurs dents. Les sangliers ont des défenses plus larges et plus longues que les cochons d'élevage. Et bien sûr, les porcs domestiques sont nettement plus grands que leurs cousins sauvages. On les élève pour ça. Ils ont perdu leurs traits ancestraux car aucun éleveur ne veut des cochons poilus, agressifs, dotés de défense et qui essaient toujours de s'échapper. C'est aussi pourquoi ils n'ont plus de fourrure. C'est des créatures sociales qui se sentent à l'aise en groupe et qui ne voient pas les humains comme des ennemis. En revanche, sangliers et autres porcs sauvages qui ont vécu loin de nous pendant des générations nous considèrent comme des prédateurs. On ne peut pas le leur reprocher. Outre leur taille plus petite, les porcs sauvages sont plus élancés et plus musclés que leurs congénères domestiques. Ils ont une échine bien développée ainsi qu'un pelage plus long et plus grossier. Leurs longues truffes et leurs défenses, leurs petites oreilles et leur queue droite et poilue n'existent plus chez les porcs domestiques. Cela dit, bien que domestiqués depuis des milliers d'années, certains cochons domestiques ont toujours leur défense. Pourquoi faire alors qu'ils n'ont aucun prédateur dans les fermes ? C'est peut-être parce que depuis toujours, des cochons domestiques se reproduisent avec des porcs sauvages, parfois intentionnellement, parfois accidentellement. Dans tous les cas, les gènes de leurs parents sauvages sont encore bien présents en eux, et ces gènes leur soufflent à l'oreille « Fais-toi pousser des défenses, ça te sera utile ». On pourrait obtenir des cochons sans défense si on cessait d'élever des porcs qui en ont. Il suffirait de ne plus choisir que des cochons ayant de petites défenses ou n'en ayant pas du tout et de les faire se reproduire.
Mais compte tenu du nombre de porcs élevés dans le monde et du poids économique de ce secteur, ne vous attendez pas à voir des porcs sans défense de sitôt. D'ailleurs, ils se moquent éperdument d'avoir des défenses ou non. Les éléphants, c'est une autre histoire. Entre 1977 et 1992, 90% des éléphants du Mozambique ont été tués pour leur défense. Les éléphants dotés de grandes défenses sont donc ceux qui ont le plus souffert. A l'inverse, on a vu apparaître de plus en plus de femelles sans défense. Environ un tiers des jeunes femelles, la génération née après 1992, n'ont pas développé de défense du tout. En règle générale, seuls 2 à 4% des éléphants d'Afrique femelles naissent sans défense. Mais en l'espace de quelques dizaines d'années, ce chiffre est passé à 32%. De même, dans d'autres régions, les éléphants mâles nés après 1995 avaient des défenses 21% plus petites que ceux nés dans les années 1960. Pour la même raison. Si un animal a vraiment besoin de se débarrasser d'une certaine caractéristique, car sa survie en dépend, le changement peut se produire très rapidement. Il est l'heure de liker la vidéo, non? Je vous mets pas la pression. Mais quand même, appuyez en vitesse sur le bouton. A plus.